Donc vous pouvez aller, tout le monde peut aller se rasseoir. Pierre, n'oublie pas tes affaires. Et Pierre reste là Non, ou non, 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 non. on remonte dans les... Oui, oui, oui. D'accord. On fera une séance de questions et de discussions au déjeuner ou après, on aura un peu le temps tout à l'heure. Alors, pour démarrer cette deuxième session, donc, qui est quelques belles histoires, on va commencer par une belle histoire, alors qui n'est pas dans l'ordre de ce qu'on avait donné initialement, pour permettre à Monsieur Coste, qui va se présenter juste après, de nous quitter parce qu'il vient d'un peu loin, il a pas mal de routes et les conditions de circulation étant ce qu'elles sont aujourd'hui, il préfère prendre un petit peu de marge. Donc, on va commencer par sa présentation. Donc, Xavier Coste de la Forge de l'Ailleul, que je vais laisser maintenant introduire et commenter. Voilà. Et ensuite, alors les micros, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner un deuxième micro. Merci. Et donc, à la suite de la présentation de Monsieur Coste, on parlera donc de l'histoire du Chaland Allround 3 et puis de l'histoire du concours CEAMF. Et puis l'histoire de Chroma que Laurent devait nous raconter, on la décalera en tout début d'après-midi, juste après le déjeuner. Voilà. Donc, je vous laisse. Bonjour à tous. Bon, donc je suis Xavier Coste, je suis le directeur industriel de la Forge de l'Ailleul. C'est bon ? Ok. Parfait, très bien, merci. Donc la Forge de l'Ailleul, c'est une entreprise qui a été créée en 1987. On peut peut-être lancer la petite vidéo ? Pardon, merci. Donc cette entreprise, je vous disais, a été créée en 1987 pour essayer de redynamiser et de faire perdurer, je dirais, un savoir-faire de manufacture dans notre pays de l'Aubrac, sur la ville de l'Ailleul. Cette entreprise est là pour essayer de faire continuer, je dirais, une histoire qui est née dans les années 1820-1830, lors de la création d'un couteau qui était un couteau de travail, un couteau qui était fait qui a été créé pour les paysans locaux qui font de l'élevage de vaches, de bovins. Donc c'était un outil à l'origine, et ces gens utilisaient un petit poignard qu'on appelle en occitan un capuche à doux, qui portait à la ceinture ou dans la botte, mais avec la dangerosité et avec un outil qui n'était pas très pratique. Et dans les années 1820-1830, Pierre-Jean Calmels a créé un couteau pliant, très rustique, très basique, qui devait répondre à des cahiers des charges à l'époque très, très pratiques, de solidité, de tranchant, économique également. Il fallait que ce couteau ne soit pas cher. Et si on pouvait par contre juste lancer la vidéo, s'il vous plaît, de présentation. Et donc ce couteau a évolué pendant toutes les années 1800 pour apporter certains points plus techniques, répondre techniquement à certains sujets, et ensuite a évolué esthétiquement dans les années 1800 pour arriver à un couteau beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus décoratif, un objet un petit peu de référence pour des gens de l'Aubrac. Et ce couteau a continué à être fabriqué et était en perte de vitesse dans les années début des années 1900. Et la mairie de l'Ailleul, à l'époque, dans les années 80, a pris la décision d'essayer de redynamiser cette activité sur la commune de l'Ailleul. Et donc c'est à ce moment-là qu'a été envoyé sur nos gens, des jeunes qui ont été sélectionnés sur la commune pour réapprendre à fabriquer des couteaux et recommencer à fabriquer des couteaux sur la commune de l'Ailleul, en s'appuyant sur un savoir-faire de forgeron. C'est pour ça que l'entreprise s'appelle la Forge de l'Ailleul et pas une coutellerie. Et nous fabriquons donc ces couteaux, et nous fabriquons l'ensemble de nos pièces en partant du métal et en partant des pièces qui constituent le manche de ces couteaux. Bien évidemment, en 1828, quand Pierre-Jean Calmels
a eu l'idée de créer ce couteau pliant pour le mettre dans la poche et l'a fait évoluer. Il n'avait pas dans son esprit, lui, les problématiques qu'on peut avoir dans notre vie moderne actuellement. Donc il s'est appuyé bien sûr sur des savoir-faire ancestraux, sur des matériaux disponibles à côté sur son territoire. Donc c'était des cornes de vache, puisqu'on était dans un pays d'élevage pour faire en manche, sur des bois, du chêne, du frêne, du hêtre, qui sont les arbres qui poussent sur notre plateau de l'Aubrac. Et il n'avait pas, à cette époque-là, les problématiques des temps modernes qu'on a maintenant. Et mon prédécesseur, Thierry Moisset, qui était quelqu'un d'assez impulsif, a priori, sur une soirée où il avait du mal à dormir, il est tombé sur un article ou sur un reportage à la télévision qui présentait effectivement le magnifique savoir-faire qui nous a été présenté sur toute cette matinée chez Arc Nucléaire. Et lui, à ce moment-là, il a eu une idée, un tilt, parce que la problématique d'une coutellerie moderne, c'est bien sûr, c'est de répondre aux attentes modernes actuelles. Et bien sûr, un couteau, maintenant, doit pouvoir passer dans un lave-vaisselle, ce qui n'était pas le cas dans les années 1800, parce que le lave-vaisselle n'existait pas, tout simplement. Pour autant, on continue à essayer de nous utiliser, puisqu'on fait perdurer un savoir-faire, ces matériaux nobles que l'on va poser sur nos manches. Et la technologie qui a été déployée par Arc Nucléaire est une technologie qui permettait, ou qui doit nous permettre à un moment donné, de rendre nos bois, ou certains de nos bois, résistants à cette utilisation dans le domaine du quotidien, je dirais, que ce soit pour des professionnels, puisque bien sûr ce partenariat s'est déployé pour répondre au départ à des demandes de cuisiniers comme peut l'être par exemple Michel Brasse, qui a son restaurant qui est à quelques kilomètres de l'usine. Et donc on a développé pour Michel des couteaux qu'il lui peut utiliser dans son restaurant, qu'il est capable de mettre dans des machines à laver industrielles pour répondre aux attentes et au timing. Le temps n'a plus le même prix maintenant qu'en 1828, et être capable effectivement de fonctionner correctement dans son restaurant. Et après également pour tous les particuliers, puisque bien sûr on vend aussi beaucoup de couteaux pour les particuliers, et les particuliers donc vont pouvoir utiliser ces couteaux et les mettre dans le lave-vaisselle au quotidien. Donc c'est né d'une idée un petit peu folle à un moment donné, parce qu'on peut se poser la question de savoir comment à un moment donné une petite entreprise comme la Forge de l'Ailleul a pu être mis en contact avec Arc Nucléaire. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête de Thierry Moisset, là, qui a essayé de forcer un petit peu la porte d'Arc Nucléaire à un moment donné. Et puis les choses ont fini par se faire, et puis on continue à travailler ensemble sur ces couteaux, et Arc Nucléaire donc participe à l'évolution technique de nos couteaux, tout en continuant à respecter notre éthique et les matériaux qu'on utilisait dans le temps et qu'on continue à utiliser maintenant. Et puis on va essayer de continuer à déployer d'autres bois pour essayer effectivement de continuer à faire prospérer et évoluer notre beau projet de Forge de l'Ailleul, et de fabriquer et de continuer à créer des nouveaux couteaux, tout en continuant à perpétrer un savoir-faire qui a maintenant bientôt 200 ans. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Xavier. Alors j'ai une transition toute trouvée avec la suite, puisque j'avais moi-même rencontré Thierry Moisset il y a quelques années, et que c'était donc il m'avait raconté l'histoire de son insomnie, et il avait vu ce soir-là, cette nuit-là, un reportage sur Alron 3. Donc, c'est pas fait exprès parce que c'était pas prévu comme ça, mais ça me permet d'introduire Francis Bertrand, donc qui est le directeur d'Arc Nucléaire qui m'a juste précédé, et à qui j'ai demandé de bien vouloir nous raconter cette belle histoire, en l'absence du conservateur-restaurateur qui était en charge de ce projet et qui est absent pour le moment. Voilà, Francis, je vais te... Merci Karine. laisser. Bonjour. Je suis très content de reprendre un peu de service pour faire cette présentation sur Alron 3. Donc, je ne sais plus comment ça marche, je suppose qu'il faut appuyer sur la flèche. Voilà, donc je vais essayer de vous raconter cette aventure. C'était une opération à très gros risque, c'est clair, parce que quand on nous a demandé en octobre 2010 de faire un devis pour quelque chose qu'on connaissait très mal, et pour... imaginez qu'on puisse commencer la fouille, le traitement de la barge à partir d'avril 2011 pour une restitution dans le musée en 2013.
Donc là, vous avez une idée de ce qu'on connaissait du chaland au moment où on a établi le devis. C'est-à-dire qu'il y avait une fouille préliminaire, il y avait la partie arrière qui avait été analysée, un petit peu fouillée, puis ils avaient longé le bordé pour voir que ça faisait 32 mètres de long et que ça allait jusque-là. Mais on ne savait pas du tout ce qu'il y avait entre les deux. Donc ça, c'était quand même, pour faire un devis, c'est quand même très, très difficile. Et puis, on s'est rendu compte tenu de l'ampleur du problème, qu'il fallait mobiliser tous les moyens, inventer des moyens spécifiques. Et puis, cerise sur le gâteau, en parallèle, on avait été notifié aussi pour faire la restauration des bateaux du musée de gallo-romain, enfin, du musée d'histoire de Marseille, pardon. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très compliqué. Alors, est-ce que c'était une mission impossible? Eh bien, non, parce que je crois qu'on s'est bien débrouillé et qu'on a eu beaucoup de chance. Donc, on a fait une planification qui a été bien optimisée, on a développé des moyens adaptés, on a eu une équipe de choc. Et puis, je voulais souligner le travail très, très étroit, très, très positif avec les équipes du musée et les archéologues. Ça, c'est vraiment fondamental pour ce genre de projet. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour réussir ce pari? Alors, la première chose, c'est Henri qui a pris le schéma, qui a pris les mesures du chaland, qui a pris les mesures des équipements dont nous disposions dans les laboratoires et qui a proposé que, comme il fallait découper le chaland en morceaux pour le sortir de l'eau, on ne pouvait pas le sortir d'un seul coup, eh bien, il a proposé une découpe qui était adaptée à la fois au chaland et aux équipements pour permettre de faire un travail optimal. Donc voilà ce qui a été proposé, et on a proposé aux gens du musée et aux archéologues, et ça a été accepté. Et donc c'était le schéma directeur de la fouille et du découpage en 10 tronçons. Donc il a fallu approvisionner 40 plateaux inox, comme vous le voyez là-haut, pour recevoir les fragments dès la fouille, pour éviter de les bouger. Jusque-là, on diluait le PEG, polyéthylène glycol, en remuant dans de l'eau tiède. Là, ce n'était pas possible vu les quantités, donc on a fait venir 3 semi-remorques pour le faire. Et puis, on a mis en place, il n'était pas question de perdre ce PEG après ce travail, donc on a mis en place tout un système de filtration, de purification des bains. Donc là, je voudrais donc rendre à César ce qui est à César. Donc, souligner là l'apport de Henri, Gilles et Loïc sur ces avancées, sur ces développements préliminaires. Et l'équipe de choc, donc là, vous voyez le labo en 2013. Donc, il y a 30 personnes pour 15 permanents. Donc, ça veut dire qu'il y avait 15 personnes qui travaillaient en plus. Donc, j'ai cité un certain nombre de personnes. J'espère ne pas l'avoir trop oublié. Voilà, c'est un peu de mémoire. Donc, cette équipe de choc, elle a travaillé pendant 2 ans sur les 2 grands projets en parallèle de Marseille et d'Arles pour Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Rapidement, le travail des archéologues et des plongeurs professionnels qui s'est déroulé d'avril à novembre 2011, avec la mise en place d'une barge au-dessus du chaland, le travail sous l'eau, vous voyez les conditions absolument très très difficiles dans le Rhône avec la turbidité de l'eau. On aperçoit la découpe du chaland qui se fait avec une égoïne, et puis après la remontée dans un berceau successivement de chaque tronçon. Et une fois que le tronçon était revenu au sol, il y avait les archéologues qui arrivaient pour finir la fouille à sec, qui faisaient des relevés topographiques pour être capable d'avoir après un modèle 3D de ce chaland. Et puis, on nous confiait après donc le tronçon qu'il fallait conditionner pour le transporter dans nos installations ici. Alors là, vous voyez donc un tronçon avec ces 2 bordées. Donc les bordées, c'est les parties verticales. C'est des demi-troncs de sapin
Et puis la sole, c'est la partie horizontale. Donc, et il fallait commencer par démanteler cela. Donc, il fallait retirer les clous qui tenaient les deux parties ensemble, tout en tenant le bordé sans l'abîmer. Donc, imaginez une motte de beurre sortie du frigidaire depuis une demi-heure, qu'il faut tenir, qui pèse 300 kg et sur lequel on n'a pas le droit de faire le moindre trace. Donc, c'était un travail très, très compliqué. Il fallait déplacer le chariot élévateur, je ne vais pas dire au micron, mais au centimètre près. Donc, un travail très, très complexe qui était réalisé sur le bord du Rhône. Une fois qu'on avait séparé, il fallait envelopper le bordé dans du papier pour le maintenir en eau tout le temps. Ça a été évoqué plusieurs fois ce matin, la nécessité de maintenir en eau tant qu'on n'a pas mis en place un traitement. Et puis après, il fallait découper la sole en deux, donc toujours à l'égoïne, transférer la sole sur le plateau, conditionner le tout pour un retour, un voyage vers Grenoble. Donc vous voyez que c'est un travail d'équipe mixte, à la fois donc, de garçons et filles qui travaillaient sur le chantier, mais aussi mixte entre l'équipe d'Arc Nucléaire et puis des partenaires qui étaient le musée d'Arles et l'entreprise Acoros. Donc ensuite, les fragments étaient réceptionnés ici. Il y avait tout un travail de numérotation, de reconditionnement des fragments, de consolidation partielle, et puis après la mise en traitement, donc dans les grands bassins, pendant 4 à 6 mois, et puis ensuite dans les petits bassins latéraux du Z118 pour les deuxièmes niveaux de PEG d'imprégnation. Donc ça avait été calculé, donc toute la planification des faits des gantes pour voir que normalement ça pouvait s'enchaîner dans les délais, et ça s'est à peu près enchaîné comme il fallait. Puis une fois que les tronçons étaient bien imprégnés, on passait à la phase finale de conservation qui était donc la lyophilisation. Donc il a fallu modifier les appareils pour avoir les bonnes dimensions. Et puis, comme on n'avait pas assez, là on avait un problème de timing, et on a confié une partie des lyophilisations des bordées à une entreprise de la région PACA qui s'appelle Lyofal, dans un équipement adapté qu'on leur avait permis de modifier pour faire ce genre de traitement. Donc ça, c'était une première aussi qui a été réalisée. Ce chaland, il n'était pas que en bois, il y avait des nombreux éléments métalliques. Là, vous voyez à l'avant, là en sombre, c'est la pointe avant du chaland qui était soulignée avec qui était renforcée avec du fer, et sinon il y avait 4000 clous. Et on a fait des analyses grâce donc aux moyens dont dispose Arc Nucléaire pour regarder quelle était la propagation du soufre et du fer à partir des clous, puisque le soufre et le fer se recombinant ensemble pour faire de la pyrite, c'est créer un problème de conservation à long terme des bois restaurés. S'il y a de l'eau qui arrive là-dessus, une fois que c'est sec, ça peut créer de l'acide sulfurique et manger le bateau. Donc on a fait ces analyses pour constater qu'il n'y avait pas trop de pyrite, et qu'en retirant tous les clous et en creusant autour à 5 mm de distance du clou, on pouvait retirer l'essentiel de la pyrite. Donc ce travail a été fait par l'entreprise Acoros, spécialisée dans le traitement des parties métalliques. Vous voyez Jean-Bernard et Philippe au travail. La pointe avant et d'autres éléments qui comportaient beaucoup d'éléments métalliques ont été traités par le traitement nucléaire. Tout le reste a été fait uniquement en PEG. Et il a fallu donc travailler aussi tous les fragments, une fois qu'ils sont traités, ne sont pas jointifs directement, ne sont pas autoporteurs. Donc il faut créer un support. Et cela a été le travail de l'entreprise CIC Orio, à qui cette partie-là a été sous-traitée. Et CIC Orio a pu réaliser
de préfabriquer finalement le support dans ces ateliers grâce au relevé 3D qui avait été fait par les archéologues, en particulier par Pierre Poveda d'Ipso Facto. Donc là, vous avez une idée du support tout monté dans l'atelier de CIC Orio. Et puis, une fois qu'on avait monté ce support, il a fallu apporter les différents éléments de la salle, trouver des moyens de manipuler les bordées qui pèsent toujours les 300 kg qu'il faut mettre en place, les soutenir. Donc ça a été un travail de longue haleine par des équipes mixtes entre CIC Orio, les restaurateurs et les régisseurs des collections du laboratoire. On a fait, comme il n'y avait pas la place à l'intérieur de reconstituer tout le bateau, on a fait d'abord la partie arrière. On a donc tout monté, tout fait valider par le comité scientifique. Une fois que c'était validé, on a pu reconditionner tous les fragments, tout le support, le transporter au musée et après le remettre en place dans le musée. Et après, on a attaqué la deuxième partie. Installation dans le musée, on remonte le support, on remet les éléments. Bon, comme tout est numéroté, c'est un puzzle qui est assez facile à faire, mais qui demande beaucoup de précautions vu la fragilité des objets. Des petites touches de restauration finale pour essayer d'éliminer la visibilité de toutes les traits de coupe, pour remettre des cabochons en plastique à la place des clous, etc. Donc pour rendre la meilleure lisibilité possible au chaland dans le musée. Et enfin, on y est arrivé. Voilà, on n'y croyait pas forcément au début. L'inauguration le 4 octobre 2013 devant une foule en liesse, ça a été grandiose. Voilà, vous avez l'idée du chaland là, tel qu'il est dans le musée. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà été le voir. Donc, je rappelle le calendrier de cette opération complètement folle. Hein, donc, début 2011, réponse à l'appel d'offres. Les fouilles de relevage se déroulaient sur finalement 7 mois d'avril à novembre 2011. Le traitement a commencé dès juillet 2011 pour sa mine en juin 2013. Et puis la construction du socle a commencé en novembre 2012 pour un remontage du chaland, la première partie, puis la deuxième, donc au cours de l'année 2013. Donc c'était une aventure humaine exceptionnelle. J'étais très, très heureux d'y participer. C'était vraiment quelque chose de vraiment formidable. C'était un projet très, très complexe par son ampleur, par les défis techniques à relever, les compétences à rassembler dans un délai très très court. Mais tout ça s'est passé dans une ambiance excellente. Il n'y a pas eu de heurts. C'est vraiment très 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 bien passé. Et c'était réussi en partie grâce à la coopération étroite entre les archéologues, les conservateurs, les responsables du musée et les restaurateurs. S'il n'y a pas cette concertation de tous les instants, ça ne peut pas marcher. Et puis, un petit merci quand même au Rhône, qui est resté sage pendant 6 mois. C'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après. C'est la seule année où on aura pu faire 6 mois de fouilles dans le Rhône. Donc, c'était le coup de pouce de je ne sais pas qui, de Rodania peut-être, le dieu ou de César. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Francis. Alors, j'étais en train de regarder. S'il y a quelques questions, je propose que les gens te les posent au déjeuner, si les gens veulent. Voilà, je pense que. Et du coup, on va passer la parole à Madeleine Clermont-Joly, qui va nous parler du concours. Alors, je vais la laisser expliquer ce que c'est que le concours. Madeleine est l'ancienne conservatrice du patrimoine d'Arc Nucléaire, qui a précédé Christian Vernoux, qui animait la table ronde tout à l'heure.
Et effectivement, donc, en même temps, alors le vrai jubilé d'Arc Nucléaire, c'était l'année dernière. Et je me disais, ben, tiens, c'est dommage, parce que on va faire le jubilé une année, et puis on fera les 20 ans du concours une autre année. Et maintenant, finalement, on a fait les deux la même année. Donc voilà. Donc voilà. Donc Madeleine va vous raconter l'histoire du concours CEA AMF. Tu appuies là pour passer tes diapos. Mais attends, je vais te remettre ta présentation. On va te mettre. Voilà, donc je pensais que Monsieur de la Gravière allait dire quelques mots sur l'origine du concours. J'ai oublié, tu as raison, je m'excuse. Alors, Marcel, je vous propose, donc je vais présenter Marcel de la Gravière, qui est un ancien administrateur général adjoint du CEA. Donc, c'est l'adjoint du grand directeur du CEA, hein, pour les gens qui ne connaissent pas la structure du CEA, et qui a été à l'origine, m'a-t-il dit, donc je vais le laisser raconter l'anecdote quand même, l'idée du concours. Voilà. Donc, et après, vous passerez la parole à Madeleine. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, donc mon propos va remonter au 1er juillet 2000. Moi, j'ai fait toute ma carrière au CEA. Elle a commencé en 1966. Et le 1er juillet 2000, l'administrateur général du CEA me demande d'abréger mon mandat de directeur de Cadarache, où j'étais très bien. Et donc, il me fait remonter à Paris au siège. Et à ce moment-là, le CEA sortait de toute la réflexion, modification liée aux 35 heures. Et donc, il y avait un certain traumatisme dans les centres. Il a fallu modifier les horaires, voir si le temps de repas faisait partie du temps de travail, le temps de transport dans le temps de travail. Et il me dit, moi, je m'occupe des nouvelles technologies, je m'occupe de la politique, tu t'occupes des 11 centres du CEA. Et à l'époque, le nucléaire était, je dirais, pas très bien considéré. La communication sur le nucléaire n'était pas forcément facile. Et avec la direction de la communication du CEA, en particulier un garçon qui s'appelait Pierre Tréfouret, on se dit comment on pourrait faire pour qu'on reparle positivement de l'action du CEA. Et on identifie 2 thématiques, hors l'énergie, bien sûr. On identifie la santé et la culture. Et moi, je lui dis, écoute, la santé, je ne le sens pas, parce qu'on est médecin ni l'un ni l'autre, on est professeur de médecine ni l'un ni l'autre, et ils savent tout, donc on ne peut rien faire là-dessus. Par contre, la culture, on va voir. Et à ce moment-là, on rencontre Jacques Duchesne, qui nous dit, à Arc Nucléaire, on a quand même des difficultés, on manque un peu de clients, il faudrait qu'on s'ouvre, etc. Et on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Donc il nous raconte un peu, on savait un peu, mais pas vraiment, mais il nous raconte. Et on se dit, mais finalement, on a des difficultés de communication avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat pour les discussions budgétaires, mais il y a les maires. Et tous les centres du CEA ont une adresse postale avec un code postal et une commune. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, qu'il y a 36 000 communes en France. Chaque commune a une église, séparation de l'État avec l'église dans le cadre de la laïcité. Les prêtres s'occupent du service, des cultes, mais les communes sont propriétaires des bâtiments et des œuvres qu'elles abritent, sachant que dans les communes de France, les œuvres intéressantes ne sont pas à la mairie, dans la salle des mariages ou dans la salle du conseil municipal, mais elles sont la plupart du temps dans les sacristies des églises ou dans les églises mêmes. Et donc, nous vient l'idée de contacter les maires de France. Donc, c'était son boulot. Il était chargé, Pierre Tréfouret, des relations avec le Parlement et tout. Je lui dis, écoute, tu te débrouilles. Il me dit, on va prendre rendez-vous avec le président de l'Association des maires de France, de l'AMF.
rendez-vous fixé, ça devait être, je ne sais plus, au mois de septembre, quelque chose comme ça, 2000. Et 5 jours avant le rendez-vous annulé. Donc là, on se dit, ouh, ça sent pas bon. Donc on appelle la secrétaire, on lui dit, on veut absolument voir le président. Et on nous dit, ah, il y a un créneau possible, il reprend le train à la gare du Nord, il veut bien prendre un café avec vous. Donc il faut que vous sachiez que le concours CEA, Association des maires de France, c'est scellé au café Le Bouquet du Nord, en face de la gare du Nord, sur une petite table en extérieur, avec Jean-Paul Delevoye, qui était à l'époque président de l'Association des maires de France, maire de Bapaume dans le Pas-de-Calais, et qui nous a accordé en tout et pour tout un quart d'heure. On lui a offert le café. Donc, conclusion, un café pas cher peut rapporter gros. Et donc, le contrat entre le CEA et l'AMF s'est scellé là, au Bouquet du Nord, avec le fait qu'après, les services juridiques et autres ont mis tout ça au point. Arc Nucléaire a géré, je dirais, la partie communication, d'où les belles affiches. Je ne sais pas s'il y a une belle affiche là de concours patrimoine, sauvez votre commune. Voilà typiquement les affiches qui ont été tout de suite faites. Et moi, je voudrais rendre un gros merci à 2 types de personnes. Les personnes d'Arc Nucléaire, techniciens, qui ont mis au point toutes les restaurations dans des délais souvent très courts, et puis au jury. Car il y a un jury pour sélectionner les différentes propositions des communes. Et moi, j'ai un souvenir ému d'un jury qui s'est tenu rue des Saints-Pères à Paris, dans le hall d'un petit hôtel. Je peux vous dire que moi, qui n'étais pas spécialiste de la culture, je me serais cru, hors le repas, au tri sur le prix Goncourt. Tellement c'était pointu, tellement il y avait des remarques en disant « Ah, ça non, ah ça oui, parce que ceci, etc. » Donc c'était absolument extraordinaire. Et donc voilà, moi je voulais simplement vous dire en conclusion, un café, ça peut rapporter gros. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur du nucléaire. Et les communes de France, et je vois que ça continue, ce concours, c'est extraordinaire 20 ans après, les communes de France, avec les affichages et tout, elles sont très, très ouvertes à ça. Et on en parlait tout à l'heure avec Christian de Tassigny. J'ai vu là les 2 vierges de Noiron et de Flavigny. Noiron, je connais bien, c'est à 20 km du village dont j'étais maire encore au dernier mandat jusqu'à 2020. C'est la même communauté de communes, une commune énorme, 79 habitants. Flavigny, c'est un peu plus au sud, c'est un peu plus culturel. Pas connu pour sa vierge, mais connu pour les anis de Flavigny. Ceux qui n'ont pas mangé des petits anis de Flavigny, essayez d'en trouver, c'est excellent. Mais vous penserez à Arc Nucléaire en disant à côté, il y a une vierge qui a été rénovée. Donc, moi, je voudrais terminer en disant merci, parce que je pense que célébrer un anniversaire, même 2 en même temps, les 50 ans et les 20 ans, c'est l'occasion d'une relecture de ce qui s'est passé, de voir où sont les racines, d'ancrer encore plus ces racines pour le futur. Et donc moi, je souhaite vraiment que vous fassiez une pub d'enfer sur cet anniversaire, de façon à ce que ceux qui réfléchissent à votre futur sachent qu'il y a des vraies racines, qui ont une vraie raison d'être, et que ça, merci et bravo pour cet anniversaire. Voilà, donc, ça marche, oui. Donc, vous savez tous sur les origines de ce concours, donc, qui a vu le jour en 2002, à une époque où, bien qu'Arc Nucléaire ait travaillé depuis ses origines sur ce que nous appelons les bois secs, c'est-à-dire tous les objets, toutes les œuvres en bois non gorgés d'eau. Donc, Arc Nucléaire, depuis les origines, travaillait sur ce type de matériaux, mais ne
procédait pas à de la restauration, procédait uniquement à de la conservation des œuvres. Donc, ce concours a permis, à partir de 2002, d'ouvrir Arc Nucléaire à de nouvelles opérations, de nouvelles prestations, d'offrir de nouvelles prestations aux communes. D'abord, la première année, en 2002, il n'y avait pas de restaurateur attitré en sculpture à Arc Nucléaire. Donc, ça a été 2 restauratrices extérieures, Céline Bonodicone et Florence Lelong, qui ont œuvré sur les premières œuvres du concours. Mais très vite, l'arrivée au sein d'Arc Nucléaire de Sophie Chandavoine, puis de Laure Meunier, puis de Florence Lelong, a permis de développer l'activité sculpture polychromée et bois sec. Alors là, aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans du concours, mais il faut dire que nous avons fêté les 10 ans du concours au Palais de la Découverte en 2011, en apportant au Palais de la Découverte une dizaine d'œuvres ou d'objets qui avaient été restaurés dans le cadre de ce concours et qui ont été présentés pendant quelques jours, opération qui a été couplée avec des présentations sous forme de conférences. Alors, Monsieur de la Gravière a parlé du jury. Effectivement, le jury est quelque chose d'extrêmement important, puisque chaque année, à l'automne, alors que l'opération est lancée au printemps, les communes ont quelques mois pour préparer des dossiers. Et en automne, le jury se réunit avec donc des personnalités de l'Association des maires de France, du CEA, et puis également des spécialistes du monde de la culture, en particulier du C2RMF, du Centre de restauration des musées de France, et des monuments historiques, du laboratoire des monuments historiques, pardon. Et chaque année, donc, une fois que les œuvres ont été sélectionnées, à Arc Nucléaire, ou quelquefois cela s'est déroulé dans d'autres lieux, nous invitons les communes lauréates à venir visiter le laboratoire, et ça donne lieu, autour des œuvres, à de très nombreuses manifestations de satisfaction et de présentation donc, du laboratoire. Alors bon, quelques chiffres, ce n'est pas rigolo, mais ça donne bien une idée quand même de ce qui s'est passé en 20 ans. Donc sur 807 dossiers reçus, uniquement 736 ont été retenus, puisque 71 ne faisaient pas partie ne pouvaient entrer dans les compétences d'Arc Nucléaire. C'était des œuvres en pierre ou en verre ou des peintures. Donc uniquement 736 dossiers ont été retenus, qui ont donné lieu à d'innombrables échanges avec les communes, avec les associations patrimoniales locales et bien sûr avec les conservateurs des antiquités et objets d'art de chaque département et les conservateurs des monuments historiques de chaque région. Alors en tout, sur 20 ans de concours, 76 communes ont été lauréates dans 43 départements pour 88 œuvres. Effectivement, il y a quelquefois une année, une commune lauréate pour 2 œuvres qui vont ensemble, qui font pendant. Alors, ces œuvres, 78 relèvent du patrimoine religieux et 10 du patrimoine civil. Comme vous le disiez, Monsieur de la Gravière, effectivement, les communes sont propriétaires en grande majorité du patrimoine religieux de leur commune. Le patrimoine civil, pour lui, est plus souvent conservé soit dans des associations locales, soit par des particuliers, donc n'entrant pas dans le cadre du concours. Mais ce patrimoine civil, quelquefois, a pu entrer dans le cadre du concours parce que l'association qui en était propriétaire, à l'occasion du concours, à l'occasion de la candidature au concours, a donné l'œuvre ou l'objet
à la mairie, à la commune. Donc, si vous voulez, ça a permis en plus une protection supplémentaire, effectivement, pour ces œuvres. Donc, selon les années, il y a de 2 à 5 lauréats, et le séjour à Arc Nucléaire est de quelques mois à 1, 2 ou même quelquefois 5 ans. Alors là, sur cette carte à gauche, vous verrez tous les candidats et les lauréats. Donc, en bleu foncé, ce sont les lauréats. Vous constaterez qu'au fil des années, nous avons petit à petit étendu l'influence et notre réputation en France, puisqu'il n'y a plus que 8 départements qui n'ont jamais concouru et 4 dans les territoires et départements d'outre-mer. À droite, la carte de toutes les communes lauréates du concours, et en haut à droite, les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes qui n'entraient pas sur la carte précédente. Alors, l'opération primordiale et la première vraiment de toutes les opérations à l'arrivée à Arc Nucléaire, c'est l'opération de désinsectisation ou de désinfection pour que les œuvres soient déjà assainies et ne contaminent pas, bien sûr, les locaux et les autres œuvres présentes à Arc Nucléaire. Alors, ces opérations se font soit par irradiation gamma, donc ce que vous voyez dans la partie gauche, sous rayonnement gamma, soit par une méthode que Arc Nucléaire a adoptée et a développée avec le temps. Il s'agit de l'anoxie dynamique. Alors, je ne vais pas vous parler des 88 œuvres, je ne vais pas toutes les détailler, bien évidemment, ça serait impossible, mais je vais vous présenter deux cas qui sont particulièrement emblématiques de ce qui a pu se faire sur ces 20 années, à savoir un cas absolument désespéré, celui d'un Saint-Vincent, d'une commune de Haute-Marne, Suzannecourt. Vous voyez l'état dans lequel nous l'avons recueilli. Le bois était complètement pulvérulent et il ne restait plus qu'une croûte, j'allais dire, de bois recouverte de polychromie. Par chance, cette polychromie n'avait pas été recouverte la polychromie originale n'avait pas été recouverte de plusieurs couches, ce qui fait qu'on a pu très vite décider que cette œuvre pouvait, dans son état, ou pratiquement dans son état, être passée par le traitement nucléaire, absolument indispensable à sa survie. Donc, une première opération de consolidation localisée, puis de conditionnement, pour ensuite introduire l'œuvre dans la cuve d'imprégnation de résine styrène polyester. Ensuite, irradiation gamma pour polymériser cette résine. Et ensuite, une fois en bas à gauche, une fois que l'œuvre que le bois de cette œuvre était durci, il a fallu procéder à sa restauration, à la restauration de l'œuvre, donc en remontant la tête, en réussissant à la fixer, en procédant à des comblements divers, puis ensuite en mettant cette œuvre sur un support qui lui permet effectivement d'être maintenant présentée dans sa commune. Donc c'est une œuvre emblématique de du sauvetage que Arc Nucléaire peut proposer aux communes pour des œuvres dans un état catastrophique. Un autre cas, c'est un cas tout à fait ponctuel, parce que nous en avons eu beaucoup d'autres similaires, c'est-à-dire que sur une œuvre de petite taille d'une commune de l'Ain, l'étude à laquelle procède Arc Nucléaire à l'arrivée de l'œuvre au laboratoire a permis de révéler, grâce à des prélèvements, grâce à une radiographie, grâce à des analyses de polychromie, que cette œuvre était recouverte de plusieurs couches de polychromie et qui, en particulier, masquait un état défaillant de
du bois au niveau de la tête en particulier. Donc cela a donné lieu à de très nombreuses discussions pour savoir quelle attitude adopter et quelles opérations mettre en œuvre. Donc ensuite, il a été décidé donc de procéder à un retrait de la polychromie supérieure, de consolider partiellement le bois et ensuite de procéder à tous les comblements et les retouches nécessaires pour rendre un aspect tout à fait présentable et lisible à l'œuvre telle qu'elle est sur la partie droite. Donc ça, c'est vraiment une toute petite œuvre et une petite opération, mais qui a été très longue quand même à mettre en place. Et c'est une opération, je dirais, caractéristique de ces études et de qui mènent à des développements de la restauration, en particulier pour des retraits de polychromie. Alors, une fois que les œuvres sont conservées, sont traitées et restaurées à Arc Nucléaire, bien sûr, elles ont donné lieu à des restitutions animées dans les communes, dans les églises en particulier, ou bien comme le cas de la commune de Nolay à droite, pour laquelle il a fallu remettre en place 2 jacquemars dans le clocher, qui avaient été traités par la méthode nucléaire, et donc il a fallu faire appel à des cordistes qui ont monté les 2 statues et remises en place. C'est un beau souvenir avec, au moment de la mise en place de ces œuvres, il y avait un mariage dans l'église et la mariée est venue faire la bise aux jacquemars avant qu'ils remontent dans leur clocher. Et également donc, des restitutions et des cérémonies variées, donc donnant lieu à de très nombreux contacts avec à la fois les officiels des mairies, mais également avec toute la commune, les collectivités, la population, à qui nous proposons à chaque fois une conférence sur à la fois le travail d'Arc Nucléaire de façon générale, sur toute l'activité, et également le travail d'Arc Nucléaire sur l'œuvre lauréate du concours. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, je vous présente un panorama de tous ces objets. Donc, des objets du patrimoine civil, finalement, il n'y en a eu que 10 sur 88 œuvres, avec uniquement deux objets archéologiques, un seau et une canalisation, la canalisation étant en cours de traitement actuellement. Et j'ai une pensée tout affectueuse, vous voyez les 2 jacquemars en haut à gauche, mais également le tambour d'une commune, d'une toute petite commune de Corrèze, qui nous a appelés en disant « Nous n'avons pas de patrimoine, nous avons simplement le tambour du garde champêtre ». Et nous avons dit, mais le tambour du garde champêtre, c'est votre patrimoine. Donc, présentez-le au concours. Et il a été sélectionné et restauré au plus grand bonheur des enfants des écoles. D'autres œuvres, dont en particulier une magnifique chaise à porteur du château de Marcillargues, dans l'Hérault, qui a donné lieu à de multiples collaborations entre l'équipe d'Arc Nucléaire et également d'autres restauratrices ou d'autres intervenants spécialisés soit dans le travail du bois, soit dans le travail du cuir. Après ce patrimoine civil, du mobilier religieux, avec soit en bas à gauche un devant d'autel en cuir, des diverses pièces, et également d'autres devants d'autel ou des panneaux, des tabernacles, un catafalque. Des pièces liées au culte, comme tous les bâtons de procession, surmontés de petites sculptures, ou bien des anges porte-flambeaux et des reliquaires divers. Plusieurs éducations de la Vierge, alors soit déjà restaurées, soit en cours, qui viennent d'arriver à Arc Nucléaire, des Vierges à l'enfant, des Christ en croix,
des Vierges de Pitié et des statues et des œuvres variées, alors des saints de toute nature et de tous ordres. Alors, soit en bois qui a perdu sa polychromie, soit en bois encore polychromé, donc qui font l'objet d'études extrêmement détaillées pour décider des gestes à opérer. Et encore ici, d'autres œuvres. Alors, depuis la Restauration, après la Restauration, il y a eu des protections qui ont été accordées à différentes œuvres au titre des monuments historiques, soit du classement ou de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc, un Christ en croix du XVIe siècle d'une commune qui s'appelle Chambord, bien sûr une Pietà de Yenne en Savoie et la chaise à porteur de Marcillargues. Quelques œuvres ont aussi donné lieu à des publications qui ont permis de faire, alors là j'en ai mis que 2, mais de très nombreux articles sont parus dans différentes revues sur les travaux effectués par Arc Nucléaire. Depuis 2015, le concours a été ouvert à l'international et en particulier à la Roumanie. Quelques œuvres ont été sélectionnées et traitées, restaurées à Arc Nucléaire, en particulier des portes d'iconostase, des anges porte-flambeaux et une cathèdre. Alors, tout ce travail que j'ai vaguement balayé très rapidement n'a pu être que l'œuvre de conservateurs, restaurateurs et des techniciens et des chercheurs d'Arc Nucléaire, mais également aidés par de très nombreux intervenants extérieurs, soit des laboratoires du CEA ou des laboratoires autres, sur la datation des bois, sur des études diverses. Et donc là, je vous montre un peu. Alors, je ne peux pas citer tous les noms de toutes les personnes qui sont intervenues, qu'ils sachent que grâce à eux, et en particulier à l'équipe d'Arc Nucléaire, ce concours satisfait, je crois, toutes les communes, enfin les communes de France qui ont été lauréates, qui ont été primées, et ça permet aussi donc de faire connaître le Arc Nucléaire et le mécénat du CEA et de l'Association des maires de France. Et puis maintenant, donc, 20 ans sont passés, 88 œuvres ont été ou vont être restaurées. Eh bien, à suivre. Merci beaucoup, Madeleine. Je pense qu'on a eu une belle vision, une belle série de photos. Tiens, c'est tes lunettes peut-être? Tu risques d'en avoir besoin. Pour nous montrer un peu toutes ces œuvres qui sont passées ou qui sont encore à Arc. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Avant de nous arrêter, je vais demander aux orateurs, donc ne te rassois pas trop vite, de revenir ici juste pour faire une photo sans le masque. Si vous voulez bien, Christophe vous attend. Donc à nos 3 orateurs, donc Madeleine, Xavier et Francis, si vous voulez bien venir. Tu as eu tous ceux de ce matin, Christophe? Sauf Monsieur, non, il est là, monsieur Coste, et puis Marcel de la Gravière, bien sûr. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que Bruno Feignet, donc, qui est notre directeur de centre, qui n'est pas là, donc qui s'est excusé, suit, puisque la journée est retransmise en streaming. Et donc, il suit les exposés de son bureau, ou probablement de chez lui. Et il les trouve passionnants. Et il m'a chargé de remercier tous les orateurs qui sont passés depuis ce matin. Et il va essayer de continuer à les suivre comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller déjeuner, de nous retrouver en bas.
Et puis, donc, on se retrouve ici vers un petit peu avant. Donc, on va redémarrer en terminant la présentation de la session du matin qu'on n'a pas fait ce matin, puisqu'on avait remplacé la présentation du bébé mammouth Chroma par l'intervention de Xavier Coste de la Forge de l'Aïeul. Donc, Laurent va venir pour présenter l'histoire de Chroma, on va dire, voilà, enfin la fin de l'histoire de Chroma. Et puis ensuite, je convierai les intervenants de la session suivante à venir ensemble sur le plateau télé, on va dire, voilà. Et puis vous prendrez la parole comme ça, chacun à votre tour. Ouais, tu prends un micro là-bas. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'un personnage assez attachant, un petit bébé mammouth, Yakout, congelé. Donc, en automne 2008, un chasseur aurait repéré le manège de quelques renards polaires qui tournaient autour d'une masse un peu bizarre. Et ils partaient, ils se sont enfuis avec un espèce de morceau un petit peu long. Et donc le chasseur, c'était en automne, il ne pouvait pas trop y retourner, mais il a prévenu les autorités. Et donc une année plus tard, au printemps, les autorités sont venues voir sur place et ont trouvé cette masse que vous voyez un petit peu dans la boue congelée, dans le pergélisol ou permafrost en anglais, qui était donc, ils se sont dit que c'était peut-être quelque chose d'intéressant. Ils ont commencé à dégager la boue et ils ont trouvé les restes d'un bébé mammouth congelé, donc. Vous voyez, donc dans un état de conservation quand même assez intéressant. Bien sûr, il manquait quelques parties. Alors, il manquait la trompe. A priori, c'est les renards polaires qui l'ont mangé. On ne sait pas trop si c'était comestible. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, les renards en question. Il manquait la bosse de graisse qui a été mangée aussi. Bon, le haut était un petit peu tanné, on dira, mais le bas était en chair, c'est-à-dire qu'on avait vraiment affaire à des chairs animales. Alors, la datation n'a pas été vraiment possible, puisqu'on est au-delà des possibilités de datation au carbone 14, donc on est au-delà de 50 000 ans. Alors, ce petit bébé, là, il faisait juste 1,80 m et 80 kg. Et l'année suivante, l'année suivante devait se dérouler une conférence importante sur les mammouths. Alors, il y a tous les 5 ans environ, il y a une grosse conférence qui se fait sur les mammouths. Et cette année-là, ça devait se dérouler au Puy-en-Velay. Alors, pourquoi au Puy-en-Velay et pour les mammouths ? Parce que dans la région, ils ont le fameux mastodonte d'Auvergne, qui est apparenté à la famille des mammouths. Donc, ils voulaient en profiter pour faire une étude internationale de ce bébé mammouth, avec plusieurs scientifiques renommés pour ça. Et puis, pour en faire un événement un petit peu, un événement médiatique en montrant le bébé mammouth dans une vitrine à l'état congelé. Et donc, une grosse exposition. Alors, c'était quelque chose, ça se passait aussi dans le cadre de l'année France-Russie 2010. Donc, il y avait pas mal de monde qui était impliqué là-dedans. Tout se présentait bien, jusqu'au moment où les autorités russes ont prévenu que non, c'était plus possible. Et là, on était à quelques semaines du début de l'exposition, qui était un événement important sur lequel ils avaient beaucoup communiqué. Et c'était plus possible parce qu'ils avaient trouvé des traces du bacille anthracis. Donc le bacille anthracis, c'est ce fameux bacille qui déclenche la maladie du charbon, qu'on appelle parfois anthrax en français, mais c'est pas exactement la même chose, hein. Normalement, l'anthrax en français, c'est le contraire de l'anglais. En anglais, on parle d'anthrax pour ce qu'on appelle, nous, la maladie du charbon.
et de maladie du charbon pour ce qu'on appelle, anthrax. Donc, c'est 2 maladies différentes, mais enfin, là, en l'occurrence, c'est celle qui est très dangereuse. C'est celle qui donne des infections et très, très dangereuses. Donc, plus question de faire ça. Alors, les gens qui s'occupaient de cet événement ont entendu parler de nous par les gens de l'École normale supérieure de Lyon, puisque nous, on réfléchissait à cette époque avec les gens de l'École normale supérieure de Lyon à qu'est-ce qui se passait quand on irradiait de l'ADN ancien. Et on avait dit, ça serait pas mal de faire des essais sur de l'ADN de mammouth. Et donc, ils sont venus nous voir et ils nous ont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, bien sûr, on peut faire quelque chose, il n'y a pas de souci, c'est assez bien connu, on peut irradier. En plus, ça se passe à froid, il n'y a pas d'effet thermique. On est capable de vraiment désinfecter tout le volume de manière efficace et fiable, non destructif du tout, avec quasiment pas de modification des tissus biologiques et au travers de l'emballage. Donc, on avait toutes les qualités pour faire ça et il n'y a pas d'autre méthode en fait pour faire ça. Alors, en plus, l'anthrax, c'est quelque chose qui a été bien étudié au niveau de comment ça réagit avec le rayonnement, puisque, je ne sais pas si certains se rappellent, mais après les attentats sur les 2 sœurs jumelles aux États-Unis, sur le détour jumelles aux États-Unis, il y a eu des attentats contre l'administration américaine au sport d'anthrax. Et à ce moment-là, on a irradié un peu systématiquement le courrier des administrations américaines pour éviter les problèmes d'anthrax. Donc, il y avait toute une littérature scientifique sur le sujet. Donc, on connaissait assez bien la sensibilité. Et donc, on connaissait à peu près la dose. Alors, je dis à peu près parce que, en fait, on ne savait pas la teneur initiale sur le bébé mammouth et on ne savait pas ce qui était acceptable derrière. On n'est pas en train de dire qu'on allait manger du bébé mammouth. On voulait avoir quelque chose de sain derrière. Donc, on a proposé une dose de 20 kg qui permet d'inactiver au minimum 99,99% des bacilles présents. Notre autorité sanitaire française a dit oui, pas de problème. Donc, elle nous a délivré une autorisation d'importer un spécimen de bébé mammouth congelé contaminé par Bacillus anthracis qu'il fallait montrer aux douanes. Pour la partie russe derrière, ce n'était pas si facile que ça au niveau administratif. Donc, ça a duré un moment. Il y a eu beaucoup de discussions. Mais on a fini par par faire un contrat avec les Russes et par obtenir la possibilité donc d'importer ce bébé mammouth. Alors ça a duré quand même plusieurs semaines. Et l'exposition était en fait commencée quand il a pu arriver. Entre-temps, c'était bien parce que ça nous a donné le temps de bien affiner notre programme. Et on a pu faire des calculs, des simulations des doses, comme vous avez vu un petit peu pour Ramsès II. On a fait un peu ce travail-là. On a bénéficié de nos collègues. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Il y a des collègues de l'Institut Laon-Langevin qui ont participé à des calculs avec un système très performant qui s'appelle la simulation par Monte-Carlo. Et on a bien pu affiner nos doses. Ça marchait très bien. Et finalement, notre bébé mammouth est arrivé avec 3 semaines de retard par rapport au début de l'exposition, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2010. Immédiatement après son arrivée, on a prélevé quelques échantillons d'ADN. Et puis aussi, il y avait l'Institut Pasteur qui était très intéressé sur la paléoflore, c'est-à-dire est-ce qu'il restait des bactéries, des micro-organismes vivants sur le bébé mammouth qui seraient représentatifs de plus de 50 000 ans. Donc il fallait prélever tout ça avant parce que bien évidemment, une fois irradié, c'était plus vivant, on n'aurait pas pu les cultiver derrière.
Donc là, vous voyez les personnes qui sont quand même habillées de manière protégée par rapport à l'anthrax, donc par rapport au risque biologique. On a mis, alors, l'irradiation, on a pu lancer derrière l'irradiation. Alors, le bébé mammouth, il était dans sa boîte isotherme. On a juste rajouté de la carboglace pour maintenir le froid. Et donc, on installe la boîte isotherme dans la cellule d'irradiation. On ressort, on ferme la porte de la cellule et on fait remonter les sources dans la cellule d'irradiation depuis la piscine où elles sont stockées pour déclencher l'irradiation. Alors, on a commencé par 25 heures d'irradiation depuis une face. À mi-irradiation, le 14 juillet, on fait redescendre les sources au fond de la piscine. On entre dans la cellule, on rajoute de la carboglace pour maintenir le froid. Et ensuite, on remet en place la caisse isotherme et on continue l'irradiation pendant 25 autres heures. On vérifie que par des dosimètres qu'on avait mis avant le début d'irradiation, au même moment où on avait pris des échantillons, donc à l'issue de l'irradiation, on vérifie qu'on a bien les doses qu'on voulait, c'est-à-dire un minimum de 25 kg, de 20 kg. En fait, on l'a un peu dépassé quand même. On était finalement avec un minimum de 27 kg et un maximum de 37 kg, mais à peu près bien en accordance avec le modèle numérique. Et ensuite, notre bébé mammouth a pu être déballé et puis présenté au public dans une vitrine au musée Crozatier au Puy-en-Velay. Ça a été une très très belle réussite au niveau du nombre de visiteurs. Ils ont eu 95 000 visiteurs, ce qui au Puy-en-Velay est quand même phénoménal. Et il y a eu aussi la fameuse autopsie du bébé mammouth qui s'est passée à la fin de l'été, pendant la période de la conférence internationale sur les mammouths. Donc, il a fallu pour ça le décongeler. Et il a, entre autres, subi un scanner. Et puis, il y a eu toutes sortes d'études qui ont été faites dessus. Par exemple, ils ont trouvé du lait de la mère à différents étages de dégradation dans tout le système digestif. C'était un bébé mammouth qui avait encore jamais mâché. Donc, il y avait encore les petites peaux avec les vaisseaux sanguins sur les molaires. Enfin, c'était vraiment très, très joli. Là, vous avez quelque chose d'assez amusant, on dira. Vous avez en haut, à droite, c'est le clapet anal. C'est pour éviter de prendre des courants d'air qui remontent. C'est spécifique aux mammouths laineux. C'est un moyen de lutter contre le froid. Voilà. Alors, ce traitement, c'était un traitement sanitaire. C'est-à-dire qu'on a irradié, non pas pour conserver le bébé mammouth à la base, mais pour nous protéger des bacillus anthracis qu'il portait, et pour protéger donc les personnes qui allaient le manipuler et les personnes qui allaient visiter le musée. Néanmoins, d'un point de vue de la conservation, c'était très très intéressant. En particulier, ça a donné beaucoup de facilité à cette phase de décongélation qui en a permis l'étude. Parce que s'il n'avait pas été irradié avant, à ces doses-là, il aurait pourri très très vite dès qu'on aurait commencé à le décongeler. Là, on a donné beaucoup de confort, je dirais. Peut-être qu'on aurait pu faire la même chose, mais il aurait fallu le faire extrêmement vite pour le recongeler extrêmement vite. Donc on n'aurait sans doute pas pu faire la même étude, prendre le même temps pour faire ces études. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez une question pour Laurent avant que... Non ? Alors, qu'est-ce qu'il est devenu ? Donc, il a été, il a été recongelé donc immédiatement après son étude. Et de temps en temps, alors,
Au début, il est retourné au musée de Saint-Pétersbourg, au musée du mammouth à Saint-Pétersbourg, à l'état congelé. Pendant un moment, on parlait de le taxidermer, de le naturaliser. Mais finalement, non, ils l'ont conservé et congelé. Et de temps en temps, il voyage. Ça devait être en 2015, je crois. J'étais à Vienne, à l'AIEA, et j'étais dans le métro. Vous savez, il y a des petits journaux dans le métro de Vienne. Et j'ouvre le journal, et qu'est-ce que je vois? Mon bébé mammouth, qui était en démonstration au Muséum d'histoire naturelle de Vienne. Donc voilà, il fait de temps en temps, il voyage. Merci Laurent. Bon, alors maintenant, je vais convier les orateurs de la session suivante à venir sur le plateau. Donc, je vais convier Michel Thibault, Alain Chevalier, qu'il me semble avoir juste vu arriver. Bonjour Alain. Et Pablo Vasquez aussi. Bon, ils viendront peut-être là, je vais voir avec eux. Voilà, donc le premier qui va prendre la parole, ça va être Michel Thibault, donc si vous voulez venir par ici. Et donc ça va être une très bonne transition finalement avec la présentation de Laurent. Voilà. Donc Michel est conservateur général du patrimoine et aujourd'hui en retraite. Et il a dirigé de 2013 à 2020 le département de la conservation des archives nationales. Et dans ce cadre-là, il a fait face en 2015 à un sinistre de grande ampleur sur un des sites des archives de cette institution. Et il va nous expliquer aujourd'hui comment et pourquoi les archives nationales sont venues nous chercher et comment la collaboration avec Laurent en particulier et les autres collègues du domaine de l'irradiation s'est établie. Voilà, à vous. Pour avoir les photos. Ah, pardon. Pour avoir les photos. Attendez, j'ai oublié. J'ai fait la moitié de mon boulot. Donc on prend le PDF. Voilà. C'est bon. Bien, bonjour à tous. Bien, je vais commencer par... vous voyez là? Non, rien. Voilà, ça y est. Ah, c'est bon. Bien. Donc c'est une histoire qui commence sur le site de Fontainebleau des Archives nationales, dans un bâtiment qui est construit à la fin des années 70 pour abriter 160 km linéaires d'archives avec 5 niveaux de sous-sol. Et voici un petit peu ce que l'on peut voir dans ces sous-sols, c'est-à-dire des choses qui montrent que les archivistes sont parfois un peu dépourvus de fantaisie dans l'aménagement des locaux. On a des alignements de boîtes ou, comme ici, des alignements de meubles à plat. Alors, ce qui se passe dans ce bâtiment, c'est qu'en 2014, on vient nous expliquer que le bâtiment est dangereux, qu'il bouge, et on nous interdit d'y pénétrer du jour au lendemain. Cette période d'inaccessibilité dure 16 mois, et au bout de 16 mois, on est en juillet 2015, on autorise une petite équipe à pénétrer dans le bâtiment pour y poser des instruments de mesure qui s'appellent des fissuromètres et dont le nom dit bien ce qu'il veut dire. Et là, au 5e sous-sol, il se retrouve les pieds dans 5 cm d'eau. Ce qui s'est passé, simplement, c'est que pendant cette période de 16 mois, il y a une pompe qui a lâché et qu'à raison d'1 litre par heure, l'eau est rentrée lentement, mais inexorablement, dans ce 5e sous-sol. Les archives, c'est du papier, c'est-à-dire de la fibre de cellulose. Elles sont conservées dans des boîtes en carton, c'est-à-dire de la fibre de cellulose également. Et c'est là un substrat qui est particulièrement favorable
pour la croissance des moisissures. Donc voilà ce que cela donne lorsque vous êtes dans des locaux dont l'air est saturé d'humidité. Il y a un duvet blanc qui recouvre les boîtes et qui éventuellement recouvre les documents à l'intérieur des boîtes. Quelques exemples encore. Ici, vous voyez de très jolis registres et on peut aussi avoir quelques circonstances où, plutôt que d'être blanc, le duvet est joliment coloré. Voilà ce que cela donne sur des tubes dans lesquels se trouvent conservés des plans d'architectes. Et voici un portefeuille ouvert. Donc, on a 55 000 boîtes dans ce 5e sous-sol et quelques dizaines de milliers de plans en portefeuille ou en rouleau. Que peut-on faire? Nous avons l'habitude, nous, archivistes français, de traiter ce type de sinistre avec l'oxyde d'éthylène. C'est un procédé qui a été mis au point en France, au Muséum national d'histoire naturelle, à la fin des années 60. Et comme c'est une invention, une technologie ou un procédé qui a été mis au point en France, nous y sommes restés attachés, alors que dans d'autres pays, d'autres voies ont été explorées, et notamment les rayonnements gamma. Mais là où nous nous heurtons à une difficulté, c'est que lorsque nous nous adressons à des prestataires qui peuvent réaliser ce traitement par oxyde d'éthylène, ils nous répondent « pour traiter 55 000 boîtes, il faut 6 ans ». Bon, on ne peut pas laisser les archives dans cet état aussi longtemps. Et là, l'une de mes collaboratrices, dont je voudrais citer le nom, elle s'appelle Marie Courcelot, et normalement c'est elle qui aurait dû venir aujourd'hui, mais elle est retenue à Paris, elle m'a demandé de la remplacer, a eu vent d'une opération qui a eu lieu aux Pays-Bas pour traiter la bibliothèque du Palais de la Paix à La Haye, qui avait subi même mésaventures. Et elle me dit, pourquoi pas les rayons gamma. Donc, nous prenons contact avec Arc Nucléaire et en octobre 2015, Laurent Cortella nous fait l'amitié de se déplacer aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine pour nous parler physique nucléaire. Je dois dire que je crois que dans l'histoire de la profession d'archiviste, il est le premier à oser nous tenir de tels propos. Comme vous le savez, les archivistes ont une formation d'historien et la physique nucléaire n'est pas forcément quelque chose avec laquelle ils soient familiers. Laurent, de votre exposé, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Et en fait, je devrais dire, je suis sûr de ne pas avoir tout compris. Ceci dit, je crois que nous n'avions pas réellement le choix et nous avons donc décidé de nous lancer. À quelle dose fallait-il irradier? Là, nous avons bénéficié du partenariat du LRMH, le laboratoire de recherche des monuments historiques, qui nous a aidés avec Arc Nucléaire à définir la dose minimale d'irradiation. Et nous avons retenu la dose de 3 kg qui permet d'inhiber 97% des moisissures que l'on trouvait sur nos documents. Alors pourquoi 97% et pas 100%? Simplement parce que les archives ne sont pas destinées à être conservées dans des chambres stériles. L'objectif n'était pas de les stériliser, mais de faire redescendre la charge fongique à un niveau qui est comparable avec celui que l'on observe habituellement dans des locaux réputés sains. Donc une inhibition de 97% nous paraissait largement suffisante. Quant à la dose maximale, nous l'avons fixée à 10 kg en nous appuyant sur la littérature internationale en ce domaine, puisqu'on constate au-delà de cette dose une dépolymérisation des fibres de cellulose, c'est-à-dire, pour parler plus simplement, un vieillissement accéléré, un jaunissement du papier. Donc nous savions quelle était la dose minimale, quelle était la dose maximale. Il n'y avait plus qu'à nous lancer. Il ne s'agissait pas seulement d'irradier
ces documents, il fallait aussi les extraire de ce 5e sous-sol, les dépoussiérer, les reconditionner et les réintégrer sur un autre site des Archives nationales. Donc, nous lançons un appel d'offres pour l'ensemble de ces opérations et nous avons la surprise de n'avoir que 2 offres. Ce que nous avons compris, c'est que les entreprises qui interviennent dans le traitement après sinistre du patrimoine étaient aussi peu familières que nous des rayons gamma, et comme nous avions mis dans notre cahier des charges traitement par rayons gamma, la plupart d'entre elles ont simplement renoncé, n'ont pas présenté d'offre. Ce qui était également intéressant dans les 2 offres que nous avons reçues, c'est que l'une et l'autre s'appuyait sur l'expertise d'Arc Nucléaire et plus précisément sur celle de Laurent Cortella et le désignait comme le garant scientifique de l'opération. Donc, cher Laurent, vous étiez absolument l'homme de la situation. Donc, nous retenons l'une des 2 offres et là, nous avons une opération qui se fait en 2 temps. D'un côté, nous avons environ 1150 palettes de boîtes d'archives de dimension homogène qui sont traitées de façon industrielle par la société Synergie Elf sur son site de Marcoule. Et d'autre part, nous avons les documents qui n'ont pas des dimensions standards, tout particulièrement les plans, qu'ils soient conservés à plat ou en rouleau, pour lequel nous devons imaginer des conditionnements de transport adaptés à leurs dimensions, à leurs spécificités, et qui, eux, seront traités à Grenoble par Arc Nucléaire, selon un procédé que j'oserais qualifier d'artisanal, c'est-à-dire qu'en fait, le traitement est adapté aux dimensions et aux spécificités de chaque lot considéré isolément. Voilà, donc c'est une opération qui démarre en juin 2016 et qui est totalement achevée en avril 2017. Alors, me direz-vous, pourquoi avoir pris le parti de sauver ces archives? Après tout, n'aurait-on pas pu passer ces 55 000 boîtes par pertes et profits? D'autant plus que c'est une opération onéreuse. Nous nous sommes évidemment posé la question, mais il se trouve que parmi ces archives, que la masse, le volume le plus important, c'était les dossiers de demande de naturalisation déposés entre 1931 et 1973. Et si vous vous souvenez de l'histoire des migrations en Europe au milieu du XXe siècle, qu'y a-t-on dans ces dossiers de naturalisation? Quel public a-t-on? On a les Juifs d'Europe centrale et orientale qui ont fui les discriminations ou les persécutions dont ils pouvaient être victimes dans l'Empire russe à la fin du XIXe siècle ou dans l'Allemagne nazie dans les années 1930. On a, après 1915, les survivants du génocide arménien. On a, en 1939, les républicains espagnols, etc. Et il ne paraissait pas possible de ne pas traiter, de ne pas sauver ces archives, sans quoi c'était, je dirais, un pan entier de l'histoire de l'Europe qui disparaissait. J'ai juste pris un exemple qui est le dossier de naturalisation de Max Ophuls, un cinéaste allemand. Donc, comme vous le voyez, il n'y a que 4 pièces plus qu'une chemise de dossier. Max Ophuls s'est réfugié en France en 1933. Il est naturalisé en 1938. Il est dénaturalisé en 1943 parce qu'il est juif et il est renaturalisé à la Libération. C'est un exemple parmi quelques centaines de milliers d'autres, mais je pense que ces dossiers méritaient d'être conservés.
Autre exemple, en second lieu, si on raisonne en termes de volume, on avait au 5e sous-sol de Fontainebleau de très nombreux dossiers de carrière de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de l'éducation nationale, de la police nationale, les chercheurs du CNRS, les magistrats, les préfets. Ce sont là des domaines de l'histoire contemporaine qui n'auraient pas pu être écrits de la même façon si ces archives n'avaient pas été conservées. Et nous avions également de nombreux plans d'architectes. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est rendre hommage à Françoise Bonaberger, qui était la directrice des Archives nationales à cette époque. D'abord parce qu'elle nous a fait confiance à Marie Courcelot et à moi-même pour faire confiance à Arc Nucléaire et à lancer cette opération. Et puis ensuite parce qu'elle nous a autorisés à communiquer sur cette affaire. Ça n'allait pas de soi, dans la mesure où, lorsque vous êtes les Archives nationales et que vous êtes victime d'un sinistre qui porte sur 55 000 boîtes d'archives, votre premier réflexe n'est pas forcément de le faire savoir. Hein. Mais nous avons constaté que nos collègues archivistes et bibliothécaires étaient assez largement incultes dans le domaine de l'application des rayonnements gamma à la conservation du patrimoine. Et nous avons donc décidé de jouer le jeu de la transparence, de faire savoir qu'un sinistre s'était produit et de faire savoir à quelle solution nous avions eu recours et comment ça fonctionnait. Et ça a donné lieu notamment à un très bel article qui a été publié dans la revue Support Tracé en 2018, qui est la revue de l'ARSAG, l'Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques. Je ne sais pas ce qui restera d'ici quelques années dans la mémoire de nos collègues sur cette opération. Je ne souhaite évidemment pas que mes collègues présents ou futurs soient confrontés à nouveau un sinistre de cette ampleur, mais bon, ça peut toujours se produire, et ce que je souhaite, c'est que notre expérience puisse servir à d'autres, et qu'aujourd'hui, les archivistes comme les bibliothécaires en France, puissent avoir le réflexe rayon gamma en cas de sinistre et de multiplication de moisissures. Voilà, je vous remercie. Michel, un grand merci pour cette présentation. Alors, ce que je peux ajouter, c'est quand même une des conséquences de cette opération, c'est que depuis, nous avons eu d'autres archives à irradier, et que quand on dit « Ah ben oui, on a fait déjà une grosse opération pour les Archives nationales », ah ben tout de suite, ça va beaucoup mieux. C'était pas quelque chose qui allait de soi avant. Et en fait, voilà, ça nous sert d'un peu le passeport. Vous voyez, même les Archives nationales nous ont fait confiance, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et du coup, on a quand même pas mal de demandes. Ça devient un peu plus régulier, hein, Laurent, c'est à peu près ça. Voilà. Donc c'était une belle opération. Merci. Bon, alors j'ai compris que comme vous ne voyez pas à l'écran...